Hello et bienvenue sur le podcast Young, Wild and Free, le premier podcast qui donne la parole aux francophones installés au Canada pour donner toutes les clés à celles et ceux qui se posent des questions sur la vie canadienne. Je suis Hélène, ton hôte actuellement en PVT au Canada. Je te propose un moment intimiste dans lequel je te partage les hauts et les bas qui rythment la vie d'un expat, le parcours d'immigration, le marché de l'emploi, les opportunités professionnelles, la création d'un cercle amical, les différences culturelles et le coût de la vie. Ce podcast est fait pour toi si tu te poses des questions sur la vie au Canada, tu veux découvrir des retours d'expats inspirants et transparents, tu rêves de nouvelles opportunités professionnelles pour ta carrière, ou tout simplement tu es déjà au Canada et tu veux écouter des histoires de collègues expats. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour partager mes doutes, mes victoires et mes rêves, seul ou accompagné d'invités qui ont également tout quitté pour poursuivre leurs rêves. Nous avons une mission, te raconter avec authenticité et transparence notre expérience. Bonne écoute! Aujourd'hui, on papote avec Pauline qui vit à Montréal depuis 5 ans et qui travaille dans le secteur de la publicité. Pauline va nous partager son expérience dans ce secteur d'activité très prisé, ses tips et ses conseils pour décrocher une opportunité professionnelle à Montréal, mais également les différences managériales, culturelles qu'elle a pu observer. Salut Pauline! Salut Hélène. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Oui, bah écoute, comme tu l'as dit, je m'appelle Pauline. Ça va bientôt faire 5 ans que j'habite à Montréal. Donc, je suis française à la base. Je viens de Lorraine et j'ai vécu 5 ans à Paris avant de venir à Montréal. Et puis, voilà, je suis attachée de presse au sein d'une agence de pub. Ok, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir le Canada et plus particulièrement Montréal? Écoute, je te dirais qu'à l'époque, donc il y a 5 ans, bah, je vivais à Paris, j'en avais un petit peu marre de ma qualité de vie là-bas et c'est vrai que j'avais toujours été un peu frustrée de pas avoir eu d'expérience à l'étranger dans mes années d'études, on va dire. Du coup, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas essayer, le PVT?» Sans trop y croire et puis sachant que j'avais jamais forcément parlé du Canada à mes proches ou à ma famille avant donc mais c'est vrai que ça me rassurait aussi de m'expatrier dans une région, francophone et quand j'ai été tirée au sort, bah, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi Montréal et j'ai été tirée au sort 3 semaines après avoir, envoyé ma candidature donc je me suis dit: «C'est maintenant ou jamais» et puis, je partais pour rester vraiment juste 2 ans, la durée du PVT et puis, Ouais. bah, 5 ans après, je suis toujours là. Ok, donc t'as eu ta demande de... Non, t'as eu ta résidence permanente, c'est ça? Voilà, ça fait, plus d'1 an que j'ai la résidence permanente donc écoute, prochaine étape, la citoyenneté. Yeah! Et du coup, t'as fait PVT, ensuite j'imagine que t'as fait un permis fermé, c'est ça? Exactement, exactement, c'est ça. Donc, le permis fermé à 75 avec l'employeur. Heureusement, ça a pas duré, trop longtemps, mais, effectivement, ça a été beaucoup de démarches administratives. Mais disons que le pire est derrière moi. Une fois qu'on a la RP, franchement, résidence permanente du coup, ben, c'est un gros soulagement parce qu'on sait que le pire est derrière. Citoyenneté toujours à Montréal, j'imagine. Ouais, toujours à Montréal, c'est vrai. J'avais pensé à un moment, effectivement, peut-être diviser mon PVT en 2, faire 1 an à Montréal et 1 an ailleurs. Mais après, c'est vrai que je trouve que c'est difficile quand tu commences à t'ancrer dans une ville, à te faire un cercle social, à t'intégrer aussi professionnellement, et cetera, de tout lâcher et puis de repartir. Donc, voilà, moi, j'ai choisi de rester parce que je sentais que j'avais vraiment un ancrage qui se faisait à Montréal et que j'avais pas envie de le sacrifier pour voyager. Puis après, je me suis dit: «Ben, je peux partir en vacances là-bas et revenir à Montréal» et puis c'est ça que j'ai fait. Tu bosses actuellement dans une agence de publicité, comme on l'a dit un peu plus tôt. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'as réussi à avoir ce job? Et oui, bien sûr. Bah, en fait, c'est une agence de publicité que j'avais moi, zioté depuis que je suis à Montréal. Donc c'est, un endroit qui voilà, qui me faisait un peu rêver sur le papier. Donc je voulais à tout prix y travailler. Et quand je suis arrivée à Montréal, les 1res semaines, en fait, j'ai vu qu'il y avait des offres de stage et j'étais prête à être stagiaire là-bas, parce que je savais que je pouvais pas espérer avoir le même type de poste qu'en France, qu'il fallait que je redescende un peu. Donc je me suis dit: «Franchement, je suis prête à être stagiaire». Donc j'ai postulé et cetera et j'ai pas été prise. J'ai pas été prise donc je t'avoue que ça m'a fait mal à mon ego un peu. Je me suis dit: «Waouh, j'ai même pas été prise au stage» et finalement, bah, j'ai trouvé un autre travail en parallèle dans une plus petite agence, mais ça m'a permis de faire ma première expérience, québécoise et cetera et puis finalement, 1 an après, c'est une chasseuse de tête qui est revenue me chercher pour l'agence, cette fameuse agence dont je rêvais de travailler et là, je me suis dit: «C'est fou quoi, la les planètes s'alignent» parce que moi qui avais été pourtant pas prise au stage, ben, finalement, 1 an après, c'est eux qui sont venus me chercher donc voilà et j'ai passé les tests, et enfin plusieurs entretiens effectivement, j'en ai eu 3 je pense et voilà. Ça maintenant ça fait 3 ans et demi que je suis là-bas et puis j'ai pu, évoluer aussi dans mon poste donc voilà, je suis contente. Génial. Ça a été quoi ta démarche de recherche d'emploi?
tu avais cette agence en particulier que tu voulais cibler. Est-ce que tu as quand même postulé à d'autres endroits? Comment tu t'y prenais, quoi? Ouais, bah, écoute, je t'avoue que je me suis, en étant dans l'industrie marketing communication, bah, il y a des sites clés qui sont, bah, Isarta, Grenier aux emplois et cetera. Donc ça, je me suis vraiment, mis des alertes dessus. J'étais aussi très sur LinkedIn, comme beaucoup d'entre nous. Après moi, ce que je faisais aussi, c'est aller boire des cafés. En fait, j'écrivais aux gens et je leur proposais de les rencontrer en vrai, histoire de me démarquer un peu. Donc c'est ce que je faisais beaucoup à Paris avec les journalistes, quand je travaillais. Donc je me suis dit: «Je vais reproduire, cette méthode-là pour créer un lien de confiance, puis, tu sais, montrer ma motivation». Je me dis plutôt qu'un courriel ou un message sur LinkedIn, bah, peut-être une demi-heure autour d'un café, ça va me permettre de créer une impression positive. Donc bon, je j'avais pas toujours des oui, hein, voilà, les gens n'avaient pas forcément le temps de me voir, moi, la nouvelle PVTiste. Mais bon, voilà, j'ai quand même pu rencontrer certaines personnes et je pense que c'est bien aussi pour se créer du réseau, même si ça débouche en rien, mais au moins, bah, voilà, tu as créé une impression, puis tu rencontres du monde, puis c'est toujours bien. Et j'allais te poser la question justement, est-ce qu'en général on accepte de boire un café avec toi, mais qu'est-ce qu'on se raconte lors de ces cafés? C'est parce que j'imagine que c'est... Alors au Canada c'est déjà moins formel qu'en France, mais en plus vu que c'est un café, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle de job, business? Est-ce qu'on parle de tout et de rien? Comment ça se passe? Bah, je te dirais que ça, là-dessus, c'est très différent de la France justement parce que et ça, on pourra en reparler encore, plus en profondeur après, mais c'est vrai que tu sens que les gens ici, ils ont pas de temps à perdre. S'ils t'accordent du temps, on va au cœur du sujet, puis pas le temps pour du small talk et de parler du beau temps et des enfants et de la famille. Chose qu'en France, tu sais, tu adores faire ça. Bon, alors, les enfants et tout là, non, alors, bon, tu cherches quoi? Tu es dans quelle industrie? Tu as travaillé dans quoi? Tu es dispo quand? C'est vraiment plus concret. Donc ça peut durer que 15 minutes, mais au moins ça a été, très direct, et on n'a pas le temps de niaiser, quoi. J'adore. Beaucoup de personnes recherchent justement un job dans le domaine de la communication et du marketing à Montréal. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ces personnes pour justement optimiser leur recherche d'emploi? Donc justement, tu viens de dire proposer un café, être actif sur LinkedIn. Est-ce qu'il y a d'autres astuces, conseils que tu aimerais donner? Ben moi, je pense que, bon, comme on est dans l'industrie marketing communication, c'est vrai que l'image qu'on renvoie est essentielle, d'autant plus dans cette industrie-là. Donc, être actif sur LinkedIn, c'est bien, mais avoir un profil aussi qui reflète et qui est professionnel, c'est mieux. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui prennent pas trop soin de leur page LinkedIn, mais en réalité, c'est quand même une super vitrine et il faut en prendre soin. Puis, tu sais, il y a certaines, entre guillemets, règles à respecter avec, tu sais, une belle photo de couverture, une photo à jour, pas de faute d'orthographe dans la biographie, etc. C'est des petits détails, mais mine de rien, dans cette industrie-là, c'est essentiel parce que c'est quand même l'image qu'on renvoie. Moi, je dirais qu'aussi, en tout cas, ce que je faisais quand je suis arrivée, je sais pas si j'envoyais les communiqués de presse que j'avais rédigés. En fait, je donnais un genre de book, si c'est, enfin voilà, pour montrer en fait le genre de travail que j'avais déjà fait aussi pour, bah voilà, rassurer peut-être l'employeur ou lui montrer ma qualité de travail. Et puis les lettres de recommandation. Moi, je pense que ça fait vraiment la différence aussi. J'avais déjà demandé à mes anciens employeurs des lettres de recommandation, donc je les mettais aussi en pièce jointe. Puis je me dis, bah ça, tu sais, au moins, il y a la vie extérieure de mon ancienne boss ou quoi qui peut rassurer et puis me crédibiliser aussi. Donc ouais, c'est ce que je me disais, ça va peut-être me différencier. Ok, intéressant. Donc en fait, au lieu de dire je sais faire ça, et le recruteur pouvait pas forcément le voir, hop, tu montrais la preuve directement de par justement ton communiqué de presse et de par les recommandations de tes anciens employeurs. Exact. Exactement, exactement. Bah ouais, je me dis qu'en fait, au final, est-ce qu'il n'y a pas meilleur porte-parole que tes anciens employeurs plutôt que toi dire bah je sais faire ça. Enfin bon, après voilà, hein, c'est vraiment, moi je dis pas que c'est la meilleure stratégie, c'est mon conseil. Et est-ce que justement les recruteurs après ils t'en parlaient de ce fameux book que t'envoyais lors des entretiens, par exemple, oh, on a bien aimé votre book, c'était intéressant. Ouais, c'est arrivé. Et il y en avait un qui l'avait imprimé d'ailleurs et puis qui m'en avait reparlé lors de mon entrevue. Donc ça m'avait fait plaisir, je t'avoue. Je m'étais dit, ah bah c'est bien, au moins, c'était pas une énième pièce jointe, tu sais, que tu ouvres à peine et puis que tu passes en diagonale. Tu sais, je voyais qu'il avait pris le temps de le lire. Donc, non, ça avait déjà été utile. Ok. Et au niveau, tu as parlé de l'anglais. Est-ce que dans le secteur de la communication et du marketing, on te demande justement un niveau d'anglais bilingue, intermédiaire? Qu'est-ce qu'on te demande? Ben, je t'avoue que dans les premières agences dans lesquelles j'ai travaillé ici, il y en a eu deux. On m'a jamais testé mon anglais, mais par contre, dans l'agence où je suis actuellement, il y a des bureaux à Toronto, donc je suis amenée à travailler quand même régulièrement avec l'équipe de Toronto. Et donc, c'était de tester si mon anglais conversationnel était quand même correct et ma compréhension aussi. Après, on va pas me demander d'être bilingue. Et d'ailleurs, souvent, moi, je complexe, hein, comme tous les Français, un peu sur mon anglais, puis j'ai pas l'impression d'être hyper
aussi, en tout cas, aussi bonne qu'eux, tu sais, parce que c'est vrai qu'ils parlent très bien anglais, les Québécois, et puis les Canadiens, forcément. Mais finalement, eux, ils estiment que j'ai un super niveau. Donc, on a tendance un peu à se réduire. Mais en fait, tant qu'on comprend et qu'on se fait comprendre, c'est l'essentiel. Et puis j'imagine que tu as eu plusieurs fois: «Oh, j'adore l'accent français», Oui, c'est déjà arrivé, ça fait plaisir parce que en vrai, moi j'ai plutôt l'impression de tu sais d'avoir un super accent très, avec le R, un peu fort et tout. Mais au final, ils apprécient. Puis je te dis, je me trompe dans les temps, hein, c'est sûr, je fais plein de fautes de conjugaison, de grammaire. Mais en fait, j'ai appris à m'en détacher et maintenant je sais que même si je fais des fautes, bah juste, je m'en fiche et puis j'ose. J'ai moins peur de m'exprimer et ça, je pense que c'est juste, une étape, assez cruciale dans dans la démarche d'être à l'aise de parler anglais, quoi. puis de toute façon, plus tu parles justement avec des collègues ou même avec, des amis ou des connaissances, externes et plus tu vas être à l'aise, j'imagine? À 100. Je vois la différence, il y a 5 ans versus aujourd'hui là et même dans ma compréhension, je trouve que j'ai vraiment développé une meilleure compréhension à force de parler anglais, quand même assez souvent et d'entendre parler anglais souvent. Mon oreille, elle s'est vraiment développée, et même moi, parfois, je vais me surprendre dans mon vocabulaire, de tous les jours, par exemple, utiliser un mot en anglais parce que pas que limite je m'en souviens plus en français, tu sais, je veux pas faire cette fille genre: «Mais comment on dit en français déjà?» Mais en vrai, ça m'arrive de switcher vite fait en anglais puis je suis moi-même étonnée, tu sais? Est-ce que tu peux nous parler maintenant des différences managériales que tu as observées au sein de tes différentes expériences? Ça peut être par rapport à la hiérarchie, aux réunions, à la culture d'entreprise, aux moyens, aux ressources. Bref, j'arrête de parler, je te laisse la parole. Ouais, vraiment, écoute, c'est vrai que j'ai noté quand même pas mal de différences, on va dire dans l'environnement de travail au Québec versus, la France. Donc, déjà, je pourrais te dire que les horaires, tu vois? Par exemple, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a marquée quand je suis arrivée parce que, quand je travaillais en France, je finissais souvent genre à 20h, je commençais à 10h, je prenais mes pauses déj de 12h30 à 14h. Enfin, tu sais, c'était vraiment, à la française, quoi. Et ici, c'est vraiment différent. Je fais vraiment du 9 à 5. Donc, c'est très rare que je finisse plus tard, sauf s'il y a vraiment, tu sais, des urgences ou donc je trouve que déjà le rythme professionnel, il est assez stable et la pause déj, c'est 30 minutes, voire 1 heure et on préfère, passer moins de temps à manger le midi et puis pouvoir partir plus tôt. Chose qui, au début, moi, me frustrait un peu parce que j'avais pris l'habitude de prendre 2 heures, en France et en fait, au final, j'adore. Enfin, je préfère largement finir à 5 heures finalement, puis pouvoir vaquer à mes activités, le soir. Donc ça déjà, j'apprécie quoi. Donc puis c'est vrai que les Québécois, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est des lève tôt, couche tôt. Donc ils vont même arriver plus tôt le matin s'il faut et ils vont partir plus tôt. Et c'est vrai que moi, c'était plutôt l'inverse. Au début, j'arrivais à 10h et puis quitte à finir plus tard. Et en fait, je me suis un peu adaptée à ce rythme de vie et maintenant j'adore quoi, je préfère aussi. Donc ça voilà, c'est la première différence un peu flagrante, je trouve, qu'on peut remarquer. Après, c'est sûr qu'on a moins de congés, mais en même temps, voilà, les premières années, souvent, on a 2 semaines, voire peut-être 3 semaines de vacances, par an, ce qui peut nous paraître peu. Mais pour faire le lien avec les horaires, en même temps, comme on finit plus tôt, puis qu'on a un peu, une douceur de vivre au quotidien, je trouve qu'on est moins fatigué. Donc ce besoin de vacances, il se fait un peu moins ressentir que quand on vit un rythme effréné à finir tard tous les soirs et cetera. Donc dans un sens, je trouve que, ça peut le faire. C'est pas si difficile que ça, on va dire. Donc tu as 2-3 semaines, ouais, au démarrage, ensuite c'est 4. Ça dépend de ton ancienneté. Et est-ce que tu Et as après des vacances peut-être, je sais que des entreprises ferment entre Noël et le Nouvel An. Exactement. Moi, ça fait que depuis cette année que j'ai 4 semaines, et ça fait, 3 ans que je suis, dans mon poste. Ouais, c'est ça, c'est par exemple, tu as 2 semaines et la semaine entre Noël et Nouvel An, qui n'est pas considérée comme une semaine de vacances vu que c'est pas toi qui choisis de poser ces jours-là donc mais c'est vrai qu'en tout et pour tout, ça peut faire 3 semaines, quoi. Ça, c'est chouette et puis chose que je trouve en France, on n'a jamais demandé, mais ici, ils sont assez ouverts sur le congé sans solde. Donc si toi, tu as besoin de vacances en plus, c'est OK, tu peux les prendre, mais dans ce cas, juste, tu pas payé. Ouais, c'est bien de le proposer pour celles et ceux qui sont à l'aise avec cette idée, quoi. C'est ça, si tu prévois ton budget en avance et que tu es correct avec ça, puis que tu veux rester une semaine de plus en France pour voir ta famille, ça peut être une option. Donc voilà. Après, je trouve aussi que, ah oui, il y a une chose qui est différente aussi, c'est le rythme de paye. Je trouve que, justement, en parlant de budget, c'est aussi différent puisqu'on est payé moi, en tout cas, je suis payée aux 2 semaines, mais c'est quand même la plupart des entreprises aussi qui proposent ça. Donc pour gérer son budget, au début, c'est un peu délicat, tu sais, tu te dis: «Oh là, OK, tu sais, j'ai un peu moins aux 2 semaines». C'est un switch un peu à faire et maintenant, je me verrai plus, être payée au mois, quoi. Parce que je enfin, tu vois, au final, on finit toujours par s'adapter, quoi, mais Oui, en fait, du coup, tu payes directement ton loyer et avec l'autre partie, ça peut être tes activités, etc.
C'est un peu ça, c'est un peu ça. Franchement, ta première paye, c'est un peu tes charges fixes. Allez hop, toutes tes factures, ton loyer, machin, etc. Tu te sers de la carte de crédit pour le reste en attendant la paye suivante. Et la paye suivante arrive et là, tu sais que tu rembourses ta carte de crédit sur laquelle tu as vécu un peu les 2 dernières semaines et le reste peut aller dans les loisirs, les activités, les voyages, machin, ou l'épargne. Après, chacun gère son budget. Mais c'est vrai que c'est un peu ça, c'est un peu ça. D'où l'intérêt de la carte de crédit, honnêtement, là, genre, c'est vraiment aussi une autre façon de consommer, mais qui est quand même très utile quand t'es payé aux 2 semaines. Ouais, t'es arrivé toi à faire justement cette gymnastique de bien te servir de cette fameuse carte en tant que Français qu'on n'a pas du tout l'habitude. J'ai mis du temps. Franchement, je t'avoue que j'ai mis du temps parce que moi, je suis quelqu'un qui est assez sérieuse dans ma gestion financière, on va dire. Et en fait, je me voyais pas emprunter de l'argent alors que j'en avais sur mon compte courant. Et donc, j'utilisais beaucoup ma carte de débit au début parce que pour moi, c'était logique, comme une carte bleue en France. Et en fait, j'ai vite compris que je gagnais de l'argent si, si j'utilisais ma carte de crédit. Donc, je me suis dit, mais pourquoi je suis un peu bête là, il faut que je l'utilise. Et après, c'est juste effectivement un rappel aux 2 semaines de rembourser ma carte de crédit. Et une fois que ça, tu l'as compris et que tu l'as mis en tête, c'est OK. Mais c'est vrai que ça prend une certaine rigueur au début. Tu dis que tu gagnes de l'argent parce que la banque te verse des intérêts? Ouais, exactement. En fait, ils te remercient entre guillemets d'avoir emprunté de l'argent et de l'avoir remboursé en temps et en heure. Donc, du coup, ils te récompensent avec des bonus dollars. Pour les bons payeurs, c'est génial ça. Ouais, franchement, ouais. Puis ça peut aller quand même de l'ordre de 400, 500 $ par an. Donc, tu sais, c'est pas rien quand même. Ok pour ça, est-ce que tu as remarqué d'autres différences? Je te dirais que il y a une hiérarchie moins marquée aussi dans les relations avec tes managers, tes gestionnaires, etc. Déjà, les gens ici, bah, comme tu le sais, je pense, ils tutoient très facilement. Et dans l'univers professionnel, c'est pareil. Même dès l'entrevue, d'ailleurs, on passe assez rapidement au tutoiement. Donc, ça enlève aussi une certaine pression managériale, on va dire, et c'est hiérarchie, on va dire verticale. Tu sais, genre. Ça, c'est moins le cas au Québec, on va dire. Les relations sont plus fluides. Donc ça, c'est assez chouette aussi. Je trouve que ça permet de créer des liens différents avec. Alors après, attention, encore une fois, je parle dans mon industrie, puis peut-être que dans la publicité, c'est plus cool aussi que si je travaillais en banque. Mais reste que quand même dans mon entourage et tout, c'est quand même les retours que j'ai souvent que tu sais, les relations professionnelles sont plus faciles, plus fluides. Peut-être pas faciles, mais c'est ça. Après. Je sais que on en parlait tout à l'heure, le côté un peu frontal. Ça, c'est sûr que eux, ils le sont beaucoup moins. Donc, par exemple, ils vont avoir un reproche à te faire. Bah, je sais que moi, j'ai entendu parler de la méthode sandwich. Donc, je sais pas si toi, tu sais ce que c'est. Non? Dis-nous. En fait, c'est une manière d'avancer une critique, mais en l'enrobant de compliments. Donc, les 2 tranches de pain, ça va être des remarques positives. Et au milieu, la tranche de jambon, bah, ça va être le reproche. Sauf que nous, on va pas forcément le comprendre parce que bah, on se dit, bah, super, il m'a complimenté au début. Puis au milieu, va y avoir la petite, mais t'aurais peut-être pu faire ça correct, enfin, de manière différente. Ou tu sais, puis c'est même pas t'as mal agi, c'est t'aurais peut-être pu faire ça. Bon, et ça conclut sur quelque chose de positif. Donc moi, je me souviens qu'au début, bah, j'étais là, super, je fais du bon travail, quoi. Enfin, c'est pas grave le petit truc qu'il m'a dit. Et en fait, non, c'était le petit truc qu'il a dit, c'était le cœur de ce qu'il voulait dire, mais ça va être enrobé autour de compliments. Donc voilà, c'est une manière un peu délicate. Il faut détecter en fait le petit reproche, on va dire, ou commentaire, quoi. Mais Oui, parce que du coup, que ce soit un Français ou un Québécois, en fait, ils veulent dire la même chose, on est d'accord. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a un reproche qui est fait, mais ils vont pas le oui, faire de la même façon. C'est pas parce exactement. qu'ils l'enrobent dans le sandwich que du coup, on va dire comme si t'avais fait une faute, t'as un peu moins fauté. Non, t'as quand même bien fauté. Exact, D'accord. exact. Exactement, sauf que toi, tu comprends pas comme si tu avais vraiment fauté. Tu dis, bon, je vais un petit peu fauter, au pire, c'est pas très très grave, vu qu'il m'a fait d'autres compliments. Je pense que dans l'ensemble, la discussion a bien été. Alors que pour lui, c'était, j'espère qu'elle a compris que je lui ai dit ça, parce que ça, c'est vraiment amélioré et très vite. Et voilà, il y a déjà eu des quiproquos sur ce genre de justement feedback comme ça. Et bon, je pense que maintenant, vu que ça fait 3 ans et demi, moi, que je suis là, tu sais, ils ont compris que j'étais directe, etc. Puis qu'il faut être direct aussi avec moi. Puis voilà, après, comme dans toute relation, je pense que c'est la communication qui fait la différence, quoi. Mais ça, c'est vrai que c'est très propre à ici, je trouve, la méthode sandwich. Et si jamais, bah toi t'es pas la méthode sandwich, t'es la méthode, je sais pas, moi, un coca qui s'ouvre, un spray qui sort direct, t'es trop frontal et t'es trop direct, est-ce qu'on va te le dire? Est-ce qu'on va te le reprocher? Est-ce que ça va être mal vu? T'as déjà eu ce Ouais. genre de cas? Je dirais pas reprocher, mais en tout cas, ils peuvent le noter. Puis
Tu sais, le commenter un peu en blagounette, genre: «Ah bah toi dis donc, maudit français, tu sais, lol» et bon après tu sais pas si au fond ils se disent: «Oh là là, eux, tu sais, toujours à être trop direct et tout». Donc moi aussi j'ai appris à mettre de l'eau dans mon vin, tu vois? En disant, tu sais, à mettre un peu du tact aussi parce que parfois c'est vrai que, tu sais, parfois tu sors tout ce que tu penses, puis moi c'est vraiment bien mon genre en plus de sans filtre et cetera. Puis enfin surtout dans la communication en plus, voilà comme on dit, hein, les cordonniers parfois les plus mal chaussés. Mais voilà, ça m'a permis aussi moi d'apprendre à édulcorer peut-être un peu ce que je voulais dire, puis d'être un peu moins frontale. Mais je trouve que tout est une question d'équilibre au final. Tant que le message clé est passé, puis que juste tu l'as dit de manière tactique, c'est ça le principal. Puis que l'interlocuteur en face a compris ce que j'ai voulu dire, quoi, sans se braquer. Est-ce que toujours dans les relations, managériales, tu as des entretiens annuels? Parce qu'en France, c'est un EAE, entretien annuel d'évaluation, je crois. Est-ce que tu as la même chose au Québec? Bah, écoute, nous dans notre, un peu process, de évaluation, on va dire, c'est 2 fois par an. Donc, en fait, il y a effectivement l'entrevue annuelle où on se dit: «Bah, voilà les objectifs, quel poste tu peux atteindre et puis, pour ça, il faut que tu fasses ça» et on fait un point 6 mois après pour voir où on en est, en fait, sur les objectifs atteints, puis comment tu peux t'améliorer. Puis d'ailleurs, on dit pas, tu sais, on va dire, les qualités, les défauts, non, c'est, tes points positifs et tes axes d'amélioration. Donc je trouve ça bien aussi même dans la façon de l'amener, parce qu'en France, on pourrait très bien vite dire, ouais, tes faiblesses ou tes qu'ici on va tout de suite le tourner comme, non, axe d'amélioration, on va t'aider à te tirer vers le haut. Puis ça, je trouve que c'est cool, tu vois? Ça enlève aussi une pression à ces rencontres-là parce que je trouve que parfois, tu sais, ça fait peur un entretien annuel, tu t'attends à être augmenté, tu attends le feedback. Une fois par an, c'est vrai que c'est peu pour tout le travail que tu as fait sur un an. Donc 2 fois par an, je trouve que c'est bien aussi parce que, ça peut aller très vite, il se passe tellement de choses en 6 mois. Donc voilà, puis avec mon gestionnaire direct, on se voit toutes les semaines. En one on one, on se fait un 30 minutes, puis on parle un peu des activités de la semaine, on va dire. Ça aussi, j'allais dire, c'est une différence parce que je trouve qu'en France, on fait beaucoup de réunions. Tu sais, on va se voir 2 heures, voilà, on prend le petit déj, le café, ça va, les enfants, les vacances, c'était bien et tout. Ici, c'est pas du tout le cas. C'est timé, tac, ça commence à 14 heures, ça finit à 30 et ça dure pas 5 minutes de plus. Puis ça va être productif. Tu sais, genre, il y a pas de small talk, on va dire, au début ou rarement. Au début, moi, ça m'avait un peu choquée parce que je trouvais que ça enlevait un peu de la douceur humaine, on va dire, dans les échanges. Puis tu sais, parfois, voilà, ça fait du bien. Mais en même temps, ben, tu vas straight to the point. Puis c'est pas plus mal. Parce que ça aussi, moi, j'ai appris à remplir des feuilles de temps. Tu sais, genre, en réalité, dans mes jobs avant en France, jamais j'avais de feuilles de temps à faire. Et là, je dois remplir toutes les tâches que je fais au sein de la journée. Puis il faut que je mette client par client ceux sur lesquels je travaille, etc. Donc c'est aussi une discipline et je dois pas dépasser un certain montant d'heures sur tel type de client. Donc c'est une façon aussi, voilà, de travailler qui est quand même assez. Tu sens qu'il y a du business, que c'est très business is business. Et voilà, donc à prendre en compte aussi. En fait, vous utilisez un outil de gestion, je sais pas, de temps, type Trello, Notion, ce genre de... Exact. Bah, nous, c'est Timely, on utilise, voilà. Et puis, mais ouais, c'est vrai que moi, au début, je détestais faire mes feuilles de temps. Honnêtement, je t'avoue, là, je trouvais que c'était un peu une manière indirecte de me fliquer. Tu sais, genre, je pense que, bon, pour beaucoup de personnes, c'est ça. Alors qu'en réalité, c'est plus une façon de gérer ses clients, puis de pas trop dépasser le temps qu'on passe par client, parce qu'en fonction de combien le client nous paye, quoi. Et finalement, c'est juste logique, enfin, quand j'y pense après coup. Donc voilà, mais ça, au début, ouais, ça m'a marqué. Ça m'a marqué comme différence. Et justement, par rapport à la relation client, est-ce que les clients, ils sont de façon générale sympas? Est-ce que les sujets sur lesquels tu bosses, Est-ce que tu as déjà bossé en agence en France ou pas? Oui, bah, en fait, quasiment, toute ma carrière, j'ai travaillé qu'en agence, donc c'est vrai que en fait, ce que j'apprécie ici, c'est que, les clients sont beaucoup plus ouverts aux initiatives qu'on peut prendre, aux idées qu'on peut proposer. Puis ça, j'aime bien ici parce que, on a beaucoup enfin, en tout cas, voilà, dans l'agence où je travaille, bah, on fait beaucoup de brainstorming, on est précurseur, on proactif, puis on propose des choses et en fait, en France, je me serais dit: «Ah, il y a, 2 chances sur 3 pour que le client dise non». Enfin, il a pas le budget ou je partais un peu défaitiste. Et ici, bah, au début, j'étais un peu pareil. Et en fait, non, ils sont là en mode: «Bah ouais, carrément, allez, let's go, on y va, on essaye». Et je trouve que c'est cool parce qu'ils prennent plus de risques. Moi, je trouve que ça nous fait travailler. Enfin, du coup, c'est top, quoi. Ils osent plus, quoi. Et voilà. Donc ça, j'aime bien. Alors que pourtant, ils sont pas forcément sûrs du retour sur investissement ou quoi. Mais il y a une relation de confiance qui se crée plus vite. OK. Au niveau de la culture d'entreprise, est-ce que, il y a des choses qui sont mises en place, des 5 à 7, des chalets annuels?
Ouais, franchement, bah, là, j'avoue, j'ai beaucoup de chance, aussi, bah, chez eux parce que un jeudi par mois, on a le cake de la bonne nouvelle. Donc ils ouvrent plein de bières partout et cetera. Puis là, on se dit toutes les bonnes nouvelles de l'agence. C'est juste une excuse pour se réunir en vrai et passer un moment ensemble. Un jour par an, on a le droit de venir au bureau, mais on ne travaille pas. Donc on a que des activités genre olympiade et cetera. Puis juste on joue et on est tous ensemble, on mange. On a le party d'été, du coup, voilà, des soirées d'été. Enfin, je sais que voilà, puis chaque département fait aussi leurs trucs de leur côté. On a un bistrot, on a des collations gratuites, on a le déjeuner offert le matin. Enfin, moi, c'est des trucs qui me font rester clairement. C'est des avantages trop importants pour moi. Et ça me fait venir au bureau en plus. Donc, enfin, moi, je sais que ça marche à fond. Et ça, il y a beaucoup d'entreprises qui proposent ça aussi. Donc, je sais que il y a des stratégies qui sont mises en place post-Covid pour faire revenir les gens aussi dans les bureaux. Et voilà, ça, c'est des activités 5 à 7. La culture d'entreprise, c'est essentiel de toute façon là. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui en ont pris conscience aussi pour créer un sentiment d'appartenance aussi à l'entreprise, quoi. En parlant justement de venir au bureau, c'est quoi les tendances? Bon, je sais que tu fais pas partie de toutes les entreprises de Montréal, mais est-ce que le télétravail est toujours en vigueur? Moi, j'ai cru comprendre que justement, on essayait de faire de plus en plus revenir les employés au bureau. Est-ce que toi, tu remarques un petit peu des changements par rapport à ces derniers mois? Toi, t'étais là avant le Covid à Montréal. Est-ce que t'as remarqué une différence justement sur le sujet du télétravail? Est-ce que le Canada était déjà hyper open sur le sujet du télétravail? C'était déjà mis en place dans beaucoup d'entreprises? Ou est-ce que c'est vraiment le Covid qui a accéléré ça, que ce soit en France mais aussi au Canada? Ouais, c'est la même chose. C'est une super bonne question en vrai parce que, écoute, moi, j'avais jamais vu personne faire du télétravail à part les personnes freelance, tu sais, ou travailleurs autonomes. Et nous, effectivement, on a les ordi portables, voilà, on pouvait les prendre, mais on allait au bureau tous les jours, quoi. C'était juste, je le prenais chez moi si le soir j'avais encore des choses à faire, mais à aucun moment je me serais dit, bah, demain matin, je vais travailler de chez moi. Non, personne n'avait ce réflexe-là. Et puis c'est vrai qu'on allait tous les jours au bureau, alors qu'en réalité, effectivement, on aurait pu être aussi efficace de la maison, mais en fait, je pense que personne n'avait ce réflexe-là. Et c'est vraiment le Covid qui a accéléré ça, quoi. Enfin, franchement, après, encore une fois, hein, je te parle pour ma situation. Écoute, je crois que j'ai fait le tour de cette question. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais rajouter toi ou pas? Écoute, moi je pense qu'en tout cas dans le day-to-day un peu de professionnel, je pense qu'on a fait le tour. Après, le seul truc que je pourrais rajouter, ça serait aussi le fait que le marché du travail soit dynamique. Et même si on est dans une industrie très prisée qui est le marketing et la communication dans laquelle tu es aussi, c'est vrai que ça peut faire peur parce qu'on se dit que c'est un secteur bouché, etc. Finalement, c'est quand même, tu sais, un marché de travail dynamique où tu changes d'emploi suivant, tu as un préavis qui dure moins longtemps et du coup ça change. C'est quand même effervescent ici, là, ça va vite. Donc voilà, si les gens nous écoutent et que bah, ils sont en recherche d'emploi dans ce secteur-là, bah, je dirais juste de pas perdre espoir et que tout peut aller très vite. Puis que voilà, ça dépend des périodes. Il faut juste rester à l'affût. Et voilà. Quand les gens, que ce soit en France et même au Canada, me disent ouais, la communication, le marketing, c'est un secteur bouché, ah, ça me fait bondir. J'aime pas entendre ça parce qu'effectivement, il y a quand même une part de vérité. Il y a beaucoup de monde, ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a plus finalement de candidats que de postes à pourvoir. En revanche, c'est toi et ta façon de postuler. 100%. T'as donné plein de conseils tout à l'heure qu'il faut absolument mettre en place. J'en avais donné aussi dans un épisode précédent. Il faut pas juste envoyer un CV, une lettre de présentation, comme on dit au Canada. Il faut pas juste le déposer voilà, sur Indeed et sur LinkedIn, qui n'est plus une CV Tech, mais plutôt un endroit où on peut créer du contenu. Il faut justement multiplier ses chances et les opportunités de faire plus et de pouvoir voilà, avoir un book, avoir des lettres de recommandation, asseoir un petit peu et montrer son expertise, qu'on sait faire, au lieu de juste dire je sais faire ça voilà, dans la lettre de présentation, montrer ce qu'on sait faire directement et ça va taper dans l'œil du recruteur. Donc oui, il y a beaucoup de monde, c'est vrai, mais il faut se démarquer. Dans plein de secteurs en fait, que ce soit l'IT, on dit que ça recrute beaucoup au Canada, mais c'est pareil, il y a quand même pas mal de nouveaux développeurs qui arrivent sur le marché, donc du coup, il faut absolument se démarquer et trouver voilà, des moyens de faire mieux que son voisin, quoi. Et il y en a plein des moyens. Ouais, t'as raison. Et je pense que ouais, c'est un peu trop facile parfois de pas de se victimiser, mais tu sais, il y a toujours de nouveaux trucs à faire, tu vois. Et je sais qu'aller boire un café, forcément, c'est pas donné à tout le monde parce qu'il y a plein de gens qui aiment pas ou qui ont peur, mais en même temps, tu sais,
C'est comme, tu sais, à l'époque où tu te déplaçais physiquement pour aller distribuer ton CV. Mine de rien, tu sais, c'est peut-être à l'ancienne, mais tu sais, parfois ça fait l'affaire. Puis il y a plein d'entreprises ici, tu sais, même pour des serveurs ou quoi, qui mettent, recherche serveur, tu sais, c'est pas écrit sur internet. Donc toutes les o il y a je crois que j'avais lu une fois une statistique qui était hyper intéressante, genre, qu'il y avait plus de la moitié des offres qui étaient pas affichées. Tu sais, ça passe vraiment aussi par le bouche à oreille. Et comment tu te crées du bouche à oreille si tu connais personne? Donc, pour ça, il faut aller. Puis moi, par exemple, je suis aussi membre de la Jeune Chambre de commerce. Tu sais, je veux dire, bah oui, je suis invitée à des 5 à 7, entre gens d'affaires. Tu vois? Genre, bon, OK, c'est un peu un petit prix à payer, je crois, c'est de l'ordre de 150 par an. Mais en même temps, voilà, je rencontre plein de gens d'entreprises différentes, tu sais, tu développes ton réseau, tu bois un verre. Moi, je suis persuadée que la rencontre physique, c'est aussi, indéniable, en fait, dans la création de ton réseau. Tu fais bien de le souligner, j'allais justement dire, le réseautage, c'est super important. Effectivement, il y a ce genre d'événements auxquels les gens peuvent participer. Il y a des événements, il y a des salons, je crois qu'il y a des événements au Palais des Congrès, si je me trompe pas aussi. Oui, Euh, exact. Bref, il faut être curieux et sortir de sa zone de confort. C'est vrai que c'est pas forcément évident d'aller boire un café avec quelqu'un qu'on connaît pas, mais au final, on peut voilà, se trouver des points d'accroche, un espèce de brise-glace, et puis voilà, c'est 30 minutes. Les gens qui ont lancé leur boîte, qui sont entrepreneurs, ils ont dû investir du temps certes, mais aussi des moyens voilà, financiers pour justement vendre leurs produits, vendre leurs services. Là c'est pareil pour, je dis pas qu'il faut faire de la publicité en ligne, engagez-moi, je dis juste qu'il faut vraiment ouais, sortir du lot et communiquer plus, aller vers l'autre, que ce soit physiquement et virtuellement, pour mettre toutes les chances de son côté quoi. Est-ce que tu as une ressource à recommander au sujet du voyage ou de l'expatriation? Ouais, bah, mais moi, écoute, il y a un podcast que j'adore qui s'appelle Les Others, donc les autres, mais avec Ok. others en anglais. Et en fait, c'est un podcast vachement bien sur nature, aventure, culture. Puis eux, ils donnent plein de conseils un peu plein air. Enfin, je t'avoue que moi, depuis que je vis au Québec, tu sais, je suis pas. Non, j'avais jamais fait de camping, par exemple, avant, tu vois. J'ai vraiment appris à développer mon goût pour le plein air ici. Puis je trouve que ce podcast, il donne plein de bons conseils, puis ça donne encore plus envie de s'y intéresser. Donc voilà, c'est en tout cas, c'est le média que je recommande. Ok, génial, merci. Et d'ailleurs, en parlant de podcast, toi t'en as un, il me semble. Tu me mets on the spot. Écoute, oui, c'est vrai, je me suis lancée dans le podcasting il y a peu. Donc, c'est ça sur, moi, l'angle que j'ai pris, c'est, les différences culturelles dans le dating, en plus des différences dans le monde du travail. Écoute, dans les relations amoureuses aussi, c'est, c'est quelque chose. Donc voilà, c'est pas parce qu'on parle français qu'on a les mêmes façons de voir les choses. Donc, ça s'appelle Une histoire à part. Ok, et ben je mettrai ça dans le descriptif. C'est les différences amoureuses liées au Canada ou pas forcément? Écoute, je te dirais que oui, c'est quand même lié particulièrement entre, ben, la France, Belgique, Luxembourg, enfin, la voilà, l'Europe et le Québec particulièrement parce que c'est quand même, voilà, je m'intéresse aux gens qui vivent à Montréal particulièrement parce que je les rencontre en vrai, mes invités. C'est vrai. Donc c'est plus basé entre Québec et Europe. Puis c'est la façon dont les Québécois et les Français, principalement, ben, on voit, tu sais, les relations amoureuses et le dating et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de différences. Est-ce que les Français sont encore légendairement bruts? Écoute, c'est pas la différence principale qui ressort. Disons que ce que je te dirais, la différence principale, ce serait l'engagement et nous, on est prêt à s'engager rapidement, tandis que les Québécois vont prendre plus leur temps et être en mode fréquentation et nous, ce système de fréquentation, c'est pas forcément quelque chose dans lequel on a été éduqués. Après apparemment, voilà, j'ai beaucoup de retours de Français qui me disent: «Mais si, en France, maintenant, il y a ça aussi». Mais moi, quand j'ai quitté la France, c'était pas comme ça. Donc voilà, c'est ça. Mais je vous invite à écouter les épisodes pour en savoir plus. J'allais dire tous les célibes qui écoutent le podcast et même pas que les célibes, hein, mais moi je suis en Même les couple et couples, oui. je vais aller écouter. Allez écouter du coup une histoire à part. Merci Hélène. Mais merci à toi, Pauline. Et bah écoute, à très bientôt à Montréal alors. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu devais retenir 3 choses principales de l'épisode, la première serait qu'en tant que Français, on est un peu brut de décoffrage. Qu'on se le dise, on est franc, on est direct, et en arrivant en Amérique du Nord, il peut y avoir un peu un choc des cultures, notamment au Canada, comme l'a dit Pauline. Il y a la méthode sandwich. Si on a quelque chose de négatif à dire sur toi, on te le dira pas directement, on va te le dire indirectement par le biais de remarques, d'avis positifs sur toi. Et c'est la petite subtilité qu'il faudra retenir, c'est la petite remarque négative enrobée d'un lot de remarques positives
Donc ça demande quand même une certaine gymnastique pour bien comprendre les messages, les subtilités et la façon de communiquer des Canadiens. Mais c'est vraiment important de s'adapter pour pas paraître un peu trop sauvage, quoi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour te démarquer, que tu sois dans le secteur de la com, du marketing ou même un autre secteur, à un moment j'ai cité l'IT, mais ça peut être un autre secteur. Et effectivement, on recherche de la manœuvre au Canada, mais il y a aussi beaucoup de concurrence. Je le répète plusieurs fois tout au long des épisodes, mais je veux vraiment que tu sois conscient. Donc pour te démarquer, n'hésite pas à aller rencontrer directement les bons interlocuteurs, c'est les responsables RH, les gestionnaires, c'est eux qui sont susceptibles de te donner ta chance. Donc l'idée c'est de leur faire la meilleure impression possible et l'impression qui se démarquera à celle des autres. Pour ça, déjà, aller à leur rencontre, provoquer la rencontre, les contacter sur LinkedIn, leur proposer un café virtuel ou un café même en face à face s'ils ont le temps, leur montrer des réalisations, des données chiffrées, un book, un communiqué de presse, que sais-je, quelque chose que tu peux montrer en fait à ton interlocuteur. Ça va le rassurer, c'est pas juste j'ai fait ou j'ai eu fait ou je sais faire ça, c'est vraiment la preuve, elle est devant toi en fait. Donc ça c'est au niveau des entreprises. Et sinon tu as des cercles professionnels comme le disait Pauline, par exemple la Jeune Chambre de Commerce de Montréal, où tu as plein d'événements où tu peux réseauter et rencontrer d'autres personnes, que ce soit de ton secteur ou pas du tout. En échangeant avec ces personnes, tu peux créer des liens, des points de connexion. Et peut-être que cette personne connaîtra quelqu'un qui en recrute parce que, comme le disait Pauline, effectivement, environ 80% des posts sont en fait pas publiés. Ce n'est que du bouche à oreille. Donc tu as plus qu'intérêt de te montrer, d'aller dire qui tu es, de te présenter, d'échanger et d'essayer de créer des connexions, quoi. Et par exemple, tu as le site internet Eventbrite, j'espère que je dis bien, où tu peux retrouver des événements justement pour réseauter. Par exemple, là, il y a le LinkedIn local Montréal qui se déroule dans un parc et il y a une cotisation d'environ 16$, où tu peux rencontrer pas mal de monde parce que sur les réseaux, c'est bien, mais en vrai, c'est encore mieux. Et là, tu crées une connexion, mais plus quoi, avec des gens dans ton secteur ou pas. J'espère que cet épisode t'aura plu. Je t'invite tout de suite, là, vraiment genre tout de suite, à mettre 5 étoiles, un avis sur Spotify ou Apple Podcast, parce que je le remarque que c'est pas systématique, alors fais-le vraiment, ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aiderait pour les prochains épisodes. Prochain épisode avec Justine, on va parler de sujets moins communs, de la perte d'un proche quand on est au Québec et que celui-ci vit encore en France, des assurances, comment rebondir à la suite d'un décès d'un proche, etc. Alors reste connecté parce que ça arrive la semaine prochaine. À tantôt, comme on dit à Montréal.